Corps à corps, corps à corps. Et on va parler de cette France en colère. On va faire le tour du paysage de la France en colère et on va donner la parole à tous ces professions, à tous ces secteurs de Français qui en ont marre aujourd'hui, qu'on ne les écoute pas depuis une vingtaine d'années, alors que tous les jours les choses se dégradent. Avant de donner la parole aux Français, je me tourne vers Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Ça Très bien, va? merci d'être avec nous, journaliste indépendant, fondateur de Putsch Média évidemment, et notre animateur du vendredi sur Toxin avec des magnifiques records que vous avez battus la semaine dernière. Je vous félicite encore Nicolas Vidal. Et vous êtes l'auteur de ce livre, La tempête qui vient. La tempête qui vient. On va d'ailleurs vous montrer, voilà, il apparaît ici à l'antenne. Vous l'avez d'ailleurs, ça fait depuis longtemps, Nicolas Vidal, que vous suivez les gilets jaunes, les mouvements de colère en général, les mouvements de rue. Et là, vous en avez fait un livre. Qu'est-ce que vous décrivez et quel est le mouvement vers lequel on se dirige ? J'essaie toujours, vous savez Clémence, comme j'avais fait Lettres aux autruches au tube digestif, j'essaie à un moment donné dans un livre assez court, parce que je pense que la brièveté est intéressante aujourd'hui, et puis j'ai essayé d'expliquer qu'à un moment donné, l'eau est en train de monter dans ce pays, vous l'avez dit, et sur Toxin, les gens ont beaucoup la parole à ce sujet, et tant mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des strates de la population qui commencent à comprendre que ce pays est en train d'être ruiné, ce pays est en train d'être déclassé, les Français ne sont plus considérés, il n'y a qu'à voir aujourd'hui le cirque absolu de ce que nous vivons avec la motion de censure contre Michel Barnier et le cirque des groupes politiques qui se succèdent à l'Élysée en faisant la danse du ventre, en tentant de récupérer le diamètre et la profondeur de l'assiette dans laquelle on leur servira la gamelle. Et en fait, il faut quand même avoir conscience que même si à titre individuel, on a toujours l'impression, Clémence, qu'autour de nous, ça ne bouge pas, qu'autour de nous, l'apathie populaire est présente, si autour de nous, les gens n'en parlent pas, j'essaie de montrer avec plusieurs exemples dans ce livre, en 50 pages, qu'il y a quand même des raisons d'espérer. Et puis j'ai envie de vous dire raisons d'espérer, c'est-à-dire les raisons d'espérer, elles sont très claires, Clémence. Les raisons d'espérer, c'est espérons que ce pays se sorte de l'ornière dans lequel il est. On va parler des agriculteurs, on va parler aussi des pompiers, on va parler des taxis aussi, et toute des artisans également, enfin, et les Français d'ailleurs qui sont en galère. Et là-dessus, quand vous avez une telle oligarchie qui dirige, qui s'auto-congratule, qui se distribue les postes, comme c'est d'ailleurs en ce moment le cas, et qu'il n'y a plus aucune notion de démocratie, que ces gens manifestement n'ont pas suivi le référendum 2005, qu'un Emmanuel Macron, après tout ce qu'il a fait pendant tout son règne, parce que c'est plus un mandat, à ce moment-là, c'est un règne, il n'a pas écouté les Gilets jaunes, il n'a pas écouté la réforme des retraites, il s'est foutu, je suis désolé, de la binette, pour pas dire autre chose, des agriculteurs, et ça continue d'ailleurs, et il a nommé un Premier ministre qui est... très clairement, il faut le dire, un ancien commissaire européen, ancien vice-président de la Commission européenne, également négociateur en chef du Brexit et en plus rédacteur du groupe Amato. Donc quand vous avez manifestement une volonté, une inclinaison à gouverner contre votre peuple, et là, je vais vous le dire, il y a toute une série aussi, je mets la classe politique dans son ensemble, et bien entendu, vous créez des inimitiés dans le pays. Alors parfois, ce sont des inimitiés de très petites minorités, mais quand un pays entier s'effondre, il faut bien comprendre qu'il y a des gens, à un moment donné, il y a une strate de la population qui bascule petit à petit, et qui a besoin de comprendre qu'il est en train de se passer. Et c'est pour ça que je pense que la tempête qui vient, elle est là, elle est sous plusieurs formes, et il y a quand même beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui nous disent que, manifestement, tout ça risque de mal finir. Mais j'ai envie de poser la question, et moi je le déplore avant toute chose, mais cette situation ne peut pas bien finir. On ne peut pas, à un moment donné, appauvrir les gens, on ne peut pas les mépriser, on ne peut pas les humilier, on ne peut pas les déclasser, les paupériser, tout en pensant que ces gens vont rester d'un calme olympien et qu'ils vont continuer finalement à ne rien dire, à se laisser marcher dessus comme des serpillères. Voilà. Et alors juste préciser, Nicolas Vidal, comment on peut commander votre livre ? Alors, le livre, il est sur le site de Putsch Média. Vous avez le lien sur tous nos réseaux, bien entendu. Et je sais que c'est plus facile. On l'a sur Amazon. Il est également disponible sur Amazon. Donc, soit sur Putsch Média, soit sur Amazon. Et pour le trouver sur Putsch Média, vous avez l'ensemble de nos réseaux sur le site. Vous trouverez ça très facilement parce que je sais que nos toxinotes sont très débrouillards avec les réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est clair. Alors, on va faire le tour, justement, de cette France en colère avant de donner la parole à Pierre-Guillaume Mercadal et Valentin Violet qui sont avec nous. Puis, on aura un petit peu plus
plus tard aussi Pierre Schwab du collectif Interurgence. Je vais vous décrire un peu et vous passer quelques extraits pour qu'on voit un peu l'état de la France en colère. D'abord, commençons par les agriculteurs. Vous savez que nous donnons la parole aux agriculteurs depuis le début de leur mouvement. C'est pour nous vraiment aussi notre combat à Toxin, puisqu'on sait que ce sont eux qui font la France. Eh bien, Ursula von der Leyen, je vous le rappelle, a signé vendredi dernier le traité de libre-échange avec le Mercosur. Elle a planté là comme ça un énième couteau dans le dos du modèle paysan français qui nous garantissent pourtant, comme vous le savez, l'une des nourritures les plus saines et les plus qualitatives au monde. Vous allez voir ici une image de la coordination rurale. La coordination rurale qui a décidé de poser nu pour alerter sur l'asphyxie financière causée par la MSA. Voilà, c'est une façon aussi de faire passer un message. La coordination rurale qui agit autrement aussi qu'en posant nu. On leur a donné beaucoup la parole. Ils sont allés, ils ont fait des blocages de routes, des blocages de Rungis, etc. Mais c'était une autre façon de se faire entendre et l'image reste. On a eu également la permanence parlementaire de François Hollande qui a été muré et dans le Gers, un mur des cons constitué de 577 bottes de paille, un par député, qui a été dressé pour bloquer qui a été dressé pour évoquer ce mur des cons et ces parlementaires qui ne votent pas pour la préservation des intérêts des agriculteurs. On a aussi, donc ça, voilà, vous allez voir ici encore une image des agriculteurs. On a aussi les pompiers. Ceux du Rhône, notamment, en grève depuis 2 mois pour alerter sur le manque de personnel dans leurs casernes, sur le rallongement constant de leur délai d'intervention. Et pendant la fête des Lumières à Lyon ce week-end, il y en a qui ont choisi de s'immoler par le feu pour envoyer un message, le message de la fin de la profession des pompiers. On a un pompier avec nous, on va évidemment en parler dans quelques instants. Il y a le personnel soignant, dont les conditions de travail, vous savez, ça aussi c'est un sujet qu'on aborde beaucoup sur Toxin, qui sont de plus en plus éreintantes. On en a parlé pendant le Covid, mais ça ne fait que s'empirer. Ça n'a fait que s'empirer. D'ailleurs, on a continué de supprimer des lits pendant la période Covid, contrairement à ce qu'on nous disait. Donc encore 10 000 lits supprimés en 10 ans, manque de personnel, manque de matériel médical. Ils étaient encore plusieurs milliers à se mobiliser jeudi dernier dans le cadre des grèves contre la fonction publique, avec les enseignants dont on a déjà parlé, qui eux aussi disent qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. Il y a les taxis qui sont en grève sur le territoire national, outre-mer comprise. On les voit ici, les taxis qui sont sous la menace d'une baisse des tarifs. Voilà, on les voit, pour le transport médical et qui pourrait leur faire perdre 40 à 45% de chiffre d'affaires. Et bien voilà, eux aussi, ils bloquent les routes un peu partout. Enfin, il y a tous les autres. La SNCF, on avait reçu quelqu'un. Certains syndicats ont déposé un préavis de grève illimité à partir de jeudi prochain. On a le transport aérien, on a les ports, on a les docks qui n'ont toujours pas réussi à faire reconnaître les risques, notamment liés à l'amiante dans leur profession. Il y a aussi ce jeudi plusieurs syndicats qui appellent d'ailleurs à la grève générale pour clamer le mécontentement tout aussi général de la population. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la légitimité de tel ou tel mouvement social, mais on ne peut que constater en tout cas qu'il y a un symptôme d'une colère massive, pour reprendre la tempête qui vient, pour reprendre votre expression, Nicolas Vidal. Et c'est de cette tempête évidemment populaire qu'on veut parler aujourd'hui. Et pour ça, je suis très heureuse également d'accueillir nos autres invités. Bonjour Valentin Violet. Bonjour. Alors, vous êtes pompier et représentant syndical du Sud SDMIS. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur les difficultés des pompiers dans quelques instants. J'accueille également Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Éleveur de Port-Laineux à Montjoie dans le Tarn-et-Garonne et porte-parole de la coordination rurale. On va commencer par donner la parole aux pompiers. Valentin Violet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et les messages que vous souhaitez passer qui ne passent pas visiblement pour le moment? Alors nous, le contexte est simple, c'est qu'il faut savoir que depuis 10 ans, le nombre d'interventions a augmenté de 30% et les effectifs, eux, ont baissé de 100 pompiers. Alors, on peut croire que finalement, c'est pas grand-chose, que le boulot se fait toujours, mais finalement, les conditions, elles deviennent de plus en plus dures, de plus en plus fatigantes pour les personnels. Et donc, aujourd'hui, nous attaquons notre 70e jour de grève, pardon. Et donc, nos revendications, elles sont assez simples, c'est des embauches, on demande 100 professionnels, du pouvoir d'achat et des améliorations internes. Alors, du Faut pouvoir savoir d'achat, que pourquoi faire, par exemple pour avoir un salaire qui nous permet de vivre Ah oui, d'accord, pour correctement le dans la salaire. métropole de C'est Lyon. pas Voilà. sur le Faut savoir qu'on matériel. a, Oui. voilà, faut savoir qu'on vit quand même dans un département qui est cher au niveau du locatif et Oui, de bien sûr. l'immobilier. Et donc, il devient compliqué. On a des gens qui habitent maintenant de plus en plus loin pour le travail, donc qui sont de moins en moins disponibles pour assurer les besoins du service.
Donc finalement, nous, on ne demande pas des camions mirobolants ou des choses comme ça, on demande juste du personnel pour pouvoir effectuer le service public de qualité qui nous est demandé par la population. Oui. Alors, il se trouve que dans ma vie personnelle, j'ai été contrainte, malheureusement, pour une urgence d'appeler les pompiers ce week-end, et qui sont venus chez moi, et qui étaient, comme toujours, absolument géniaux, hyper réactifs, hyper présents, hyper rassurants aussi. Enfin, vraiment une efficacité à couper le souffle. Et en revanche, j'étais très étonnée parce qu'eux-mêmes ont dû appeler le SAMU, si j'ai bien compris, et étaient en relation avec eux pour attendre un ordre, pour savoir s'il fallait évacuer ou pas la personne. Et l'emmener directement à l'hôpital. Et ça a duré 45 minutes. Et en fait, pendant 45 minutes, eux-mêmes étaient avec la petite musique d'accueil. Et ils m'expliquaient que maintenant, ils n'avaient plus qu'un médecin dans le département, que c'était comme ça tout le temps. Et que c'était rageant parce qu'en fait, l'action, la réaction, la réactivité était complètement. Forcément, quand on passe 3 quarts d'heure à attendre un ordre, avec une petite musique d'accueil, c'est pas possible pour des pompiers. Je pensais pas que c'était possible. Et là, j'étais confrontée à ce problème-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh ben, en fait, faut comprendre que nous, on est sous les ordres du SAMU pour le secours à personne. Donc en fait, on est les mains du médecin, on est ses yeux, mais nous, on reste quand même sous ses ordres. Donc le SAMU est souvent débordé par des appels et le nombre de personnes sur le plateau d'appels téléphoniques sont peu nombreux. Mais nous, on dépend de ces personnes-là. Donc nous, on fait de l'urgence. On essaie d'aller au plus vite. Malheureusement, pour le département du Rhône, on a perdu 2 minutes 30. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 10 minutes, maintenant on met 12 minutes 30. Alors 2 minutes 30, ça paraît pas grand-chose, mais quand vous êtes dans la difficulté, Ah oui, quand votre appartement brûle, que vous êtes suspendu aux fenêtres parce que vous risquez la bien mort, sûr. 2 minutes 30, c'est très très long. Bien sûr. Donc Donc, nous, on a fait remonter ce souci-là auprès de nos élus, de notre direction. Donc on attend leur réponse. oui, bien sûr. Non, mais on comprend tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en voyant l'ensemble du service public qui se dégrade, et donc le SAMU qui se dégrade, en fait, ça dégrade aussi le service des pompiers. Voilà, exactement. Donc nous, on pense que... bon, il faut savoir qu'en fait, nous, on se bat pour nos conditions de travail, mais finalement, ce qui sera au bout de la chaîne, c'est quand même le citoyen au bout qui demandera des secours, qui aura un service de meilleure qualité. Ou au moins Évidemment. de qualité qu'il avait déjà connu avant. On va continuer d'en parler, Valentin Violet. Il y a également d'autres sujets, peut-être aussi les agressions contre les pompiers qui n'existaient pas et qui ont augmenté. On va y revenir, mais d'abord, Pierre-Guillaume Mercadal, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le combat des agriculteurs? Le combat des agriculteurs, c'est de se battre pour éviter la fin de la profession, c'est de se battre pour sauvegarder la souveraineté alimentaire de ce pays parce que au rythme où ça va, on pourra bientôt plus produire suffisamment pour nourrir la France et la France dépendra entièrement des importations. Donc ce serait absolument catastrophique parce que ce serait une faiblesse pour nous au niveau géopolitique et au niveau de l'état de la nation, ce serait catastrophique. Enfin, c'est la base du pays. En premier lieu, c'est la nourriture, ensuite, c'est l'ordre, et puis l'énergie. Mhm. Voilà, donc c'est là qu'il y a un gros problème. Après, bon, vous avez parlé du fait que certains étaient étaient contrariés que les députés aient censuré. Ça, c'est surtout quand même Arnaud Rousseau et la FNSEA, tout en appelant à voter Macron. Parce qu'en réalité, la PLOA, c'est-à-dire le projet de loi orientation agricole, était complètement vide. On n'avait pas la moindre promesse satisfaisante de Barnier, il n'y avait rien. Oui. Donc en gros, on était avec des pneus lisses sur du verglas, on serait pas allé bien loin. Donc Oui. non, ça change rien. Oui, oui. Non, pour faire simple, quel est le problème de fond des agriculteurs aujourd'hui? Finalement, ils demandent qu'on les laisse tranquilles, peut-être aussi qu'on arrête de signer des accords inéquitaux avec d'autres Là, pays comme le Mercosur. Et toutes ces contraintes normatives, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés? La difficulté principale dont on parle pas forcément, c'est que les prix, par exemple pour la viande, les prix ont été... Ah, je sais pas, ça a bugué, non? Je sais Non, pas. non, on vous entend, on vous entend. Ok. Les prix pour la viande, en fait, par exemple, en 20 ans, ont très peu bougé pour les producteurs. Les coûts au niveau des normes et des charges qu'on leur impose ont été multipliés pratiquement par 20. Et le prix de la viande a quand même, le prix de la viande n'a pas évolué pour eux. Les charges ont augmenté, mais quand même pour le consommateur à la fin, c'est un peu plus cher parce que la grande distribution se gave toujours plus. La grande distribution est une énorme partie du problème. Après, bien sûr, il y a le Mercosur et tout,
tous les traités. Tous Oui. ces pays avec lesquels on commerce sans se mettre sur un pied d'égalité au niveau des normes, c'est-à-dire quand même qu'il faut le rappeler, c'est le cas avec le Mercosur, mais c'est déjà le cas rien qu'avec l'Espagne. Il y a tout un tas de productions qui rentrent en France, espagnoles, que vous avez dans vos supermarchés. Si nous, en France, on produit comme ça, on va en prison. On n'a pas le droit de la vendre, là, quand même. Ouais. C'est quand même un concept. Oui. Donc voilà, donc vous avez les normes, donc 200 000 normes dans l'agriculture, hein, un fonctionnaire pour 11 paysans. Et j'ai rien du tout contre la fonction publique. Mais autant le rôle de monsieur est vital pour la France, Et les autant Français, oui. les rôles des fonctionnaires De contrôle, de quoi. région, Oui, de oui. préfecture qui emmerdent les paysans, je suis pas bien sûr que c'est le... Voilà, s'il y a des économies à faire, on peut aller par là déjà. Bah, Donc c'est voilà, clair. donc c'est cet ensemble, c'est la concurrence déloyale et pour finir, donc au niveau des normes, c'est la surtransposition, c'est-à-dire qu'on a les normes européennes et après on a toute la surnorme française, principalement via la mouvance écolo. Mais nous, le pire, c'est que ces normes, on arrive à travailler avec. Mais il faut qu'on soit payé, en fait. Et il faut qu'on nous fasse pas de concurrence déloyale, sinon on nous tue, en fait. Bah oui. On nous demande de produire plus blanc que blanc et d'avoir la meilleure alimentation presque du monde. Je pense à part les Autrichiens et les Suisses, personne ne doit faire mieux que nous. Euh, on nous demande de produire cette qualité-là et on nous met en concurrence avec des trucs dégueulasses. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est clair. Encore une question pour les agriculteurs. On l'a vu dernièrement, puisque on avait les promesses d'Emmanuel Macron. On avait le vote du Sénat, et puis hop, le vote du Sénat qui allait contre ce traité du Mercosur. Et malgré tout, d'ailleurs, le président Lula, président brésilien, avait rappelé que c'était bien Ursula von der Leyen qui décidait. Et puis, confirmation, donc vendredi dernier, c'est bien Ursula von der Leyen qui signe. Et puis on s'en fout de la France, des Français et des politiques. Oui. Donc, est-ce que c'est pas quand même aussi le cœur du problème, cette Europe, cette Commission européenne qui décide pour tous là? Alors oui et non, en fait, l'histoire, c'est juste du courage politique, parce que nous, la solution qu'on préconise, c'est l'exception agriculturelle avec une sortie de l'agriculture française de l'OMC. Ouais. Alors dit comme ça a l'air complètement fumé, mais c'est exactement ce qu'on a fait avec l'art, enfin avec l'art, avec le cinéma. Oui. Et ça n'empêche pas d'exporter les bons films français quand il y en a. Et c'est absolument pas un problème. Nous, d'ailleurs, on n'est pas contre le fait d'importer des denrées qu'on produit pas ou qu'on produit pas suffisamment, hein. Mais on n'est pas contre le commerce international. On est contre le fait qu'il soit déloyal et contre le fait qu'on Bien sûr. inonde des productions que nous, on fait déjà en moins bonne qualité sous forme de concurrence déloyale. Donc voilà, ça se fait pour le cinéma, ça pourrait très bien se faire pour l'agriculture. Ça demande juste un peu de courage politique. Après, est-ce que M. Macron a du courage politique? Ça, C'est une question qu'on va laisser en suspens. Oui, parce que en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, on aura beau avoir cette commission et cette Europe de Bruxelles qui aujourd'hui prend des décisions. Si on avait vraiment un homme politique en France, un chef d'État qui voulait défendre les agriculteurs, comme il voudrait défendre les pompiers, etc., il pourrait, malgré le fonctionnement européen. C'est ça que vous dites. de par le poids de la France en Europe, inéluctablement, on serait la Bulgarie, ce serait peut-être plus compliqué. Oui. Mais si la France se barre de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Oui. Donc le calcul est très vite fait. C'est comme si l'Allemagne veut imposer un truc, la France ou l'Allemagne, bien sûr qu'on peut en décider ce qu'on veut, oui. D'autant que, pour rappel quand même, la fondation de l'Union européenne, c'est le principe de De Gaulle, c'est comment dire, la fusion des intérêts de l'agriculture française et de l'industrie allemande. Sauf qu'au final, l'agriculture française, c'est systématiquement la variable d'ajustement. Donc à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ouais. Alors, Nicolas Vidal, je vais vous donner la parole, mais avant, vous dire, chers amis sur Toxin, qu'on est à 900 personnes de devenir la première matinale de France sur YouTube. Vous vous rendez compte, la première matinale de France sur YouTube, alors qu'on a été créé il y a à peine un an, même pas un an et demi. Tout ça grâce à vous, chers amis. Donc, n'hésitez pas, il me faut des pouces, là. J'ai très très peu de pouces, il me faut des likes sous la vidéo. Et appelez vos copains pour qu'on soit plus nombreux et qu'on batte notre dernier challenger qu'on aime bien, qui a le mérite de participer, mais il faut quand même qu'on passe au-dessus. Allez, tout de suite, Nicolas Vidal, vous réagissez justement à ces deux prises de parole, Valentin Violet et Pierre-Guillaume Mercadal. Eh bien, Clément, elles sont passionnantes, hein, que ce soit Pierre-Guillaume ou Valentin Violet, parce qu'en fait, du côté de Valentin Violet, sur les pompiers, c'est véritablement l'effondrement de l'État.
Vous voyez? Et du côté de Pierre-Guillaume Mercadal, c'est la trahison dans nos élites. C'est typiquement vraiment les deux volets de ce pays, Oui. avec véritablement, c'est pour ça que c'est intéressant ces témoignages-là, parce qu'on a tout qui est condensé là-dedans, dans C'est ces ça. prises de parole, dans ces témoignages, dans cette volonté aujourd'hui de nous racler jusqu'à l'os. Et après, vous avez aussi, parce que le problème de cette tempête qui vient et des problèmes qui sont évoqués, dont on parle beaucoup sur Toxin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'incarnation politique. C'est là le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous vous en remettez à des députés pour qui vous votez, ou un gouvernement qui est censé protéger nos intérêts, et bien entendu l'Union européenne, et je suis d'accord avec Pierre-Guillaume là-dessus, l'Union européenne est un problème, et c'est surtout la trahison de la classe politique qui est un véritable problème. Et le Mercosur, on a bien vu que même si ces gens font la danse du ventre, la Macarena, on voit bien que c'était plié d'avance, et ça fait un petit moment que c'est plié d'avance. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a cet effondrement qui, à mon sens, prémédité, je l'ai dit 1000 fois, cette trahison, notamment sur nos intérêts supérieurs, hein, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture, que ce soit nos fleurons. On voit bien qu'on a tout bradé, hein, c'est la grande braderie de l'île, mais organisée par Emmanuel Macron et ses sbires. Et là, aujourd'hui, en plus de ça, vous avez une classe politique, je suis désolé de coller un peu à l'actu, mais est-ce que vous avez entendu les déclarations de tous les groupes politiques qui sont en train de se traîner sur les graviers de l'Élysée? Vous imaginez l'état de la France. Nous sommes en une crise incroyable. Ce pays s'effondre. Au niveau financier et économique, vraiment, c'est une catastrophe. Au niveau emploi, je lisais hier que le nombre de salariés licenciés des TPE. Et ces gens sont aujourd'hui à l'Élysée, se baladent là. Dès qu'ils sortent d'aller voir Emmanuel Macron, ils se retrouvent sur le trottoir d'en face et ils s'empressent de venir faire des déclarations sur BFM et les autres pour nous dire que finalement, peut-être les lignes rouges et qu'il faut être responsable. Est-ce que vous pensez franchement qu'il est responsable à un moment donné de se moquer de la tête des Français comme ça? Et véritablement, cette déconnexion de notre classe politique, même de nos députés, elle est absolument dingue. Et cet état de putréfaction dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, une nouvelle fois, le peuple est face à un pouvoir qui est celui-ci. Surtout, le peuple n'a plus d'incarnation politique parce qu'il ne sait plus vers qui se tourner, même s'il y a eu des votes. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les questions d'Union européenne et autres, l'opposition est quand même assez homogène sur ces questions-là. Et donc, en fait, la vérité, c'est que le peuple est en train de rouler sur la jante, manifestement, avec les moyens qui y sont, avec une classe politique aussi, vous le savez, avec les impôts, manifestement, qui continuent, qui risquent de tomber. On verra bien quelles vont être les négociations de couloir avec les différents partis politiques, parce que la réalité aussi, c'est que ces gens veulent aller à la gamelle, hein, parce qu'il y a quand même aussi cette idée-là de rentrer au gouvernement ou d'avoir des postes. Je suis désolé d'être aussi synthétique, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons des professions entières, nous avons une identité, nous avons une industrie, nous avons un tissu social qui est en train de s'effondrer. Je ne parlerai pas ici de Michelin, je ne parlerai pas de Goodyear, je ne parlerai pas de tous ces emplois qui sont en train de se supprimer, puisqu'il y a aussi énormément de plans de licenciement dans ce pays. C'est un véritable bain de sang social dans un pays qui n'est absolument plus tenu, si ce n'est par des gens qui ont des intérêts divergents. Parce que je finirai par là. Parce que Merci beaucoup. Les politiques sont-elles les mêmes? Sont-ils les mêmes que les Français? C'est la question que nous devons nous poser. Et cette incarnation démocratique, malheureusement, elle n'y est plus, on l'a bien vu. Hein. Les gens ont voté aux législatives l'été dernier, manifestement, Macron a fait tout autre chose. Et puis on a bien vu que personne ne s'est trop battu pour essayer de retourner la situation. Et maintenant, pour se draper derrière la vertu politique de la démocratie évanescente, on nous parle de responsabilité même à gauche. Donc je suis assez inquiet, je ne vous le cache pas. Et si j'ai écrit le livre La tempête qui vient, c'est pour expliquer justement qu'à un moment donné, cette cocotte minute, je l'ai toujours dit, je pense que les gilets jaunes qu'on a connus en 2018, franchement, à côté de ce que nous risquons de vivre dans les prochains jours, prochaines semaines, ça sera véritablement une kermesse d'école. Et je pense à un moment donné que ce soit les agriculteurs, les pompiers notamment, les taxis, les salariés qui se sont fait virer comme des malpropres de groupes en plus qui vont délocaliser au sein de l'Union européenne, parce que c'est une concurrence de dumping social au sein de l'Union européenne. Je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus le choix pour l'ensemble de ces corps de métier et de ces Français, parce qu'on parle de Français aujourd'hui, hein, que ce soit des corps de métier, c'est des Français, de se coaliser. Et malheureusement, vraiment, je termine par là, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas, moi, en tant qu'analyste politique, un groupe, un parti, quelqu'un qui serait prêt à reprendre le flambeau et surtout avoir cette vision très claire de redresser ce pays et d'essayer d'égaliser un peu les choses et surtout, et s'il peut se faire, d'éviter de vider la caisse.
éviter, et en évitant de vider la caisse, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on nous demande maintenant de payer. Voilà, Clémence. Ouais. Alors, on est avec également Pierre Schwab, qui est lui président du collectif Interurgence. Il dit qu'on ferait aussi un tour du côté de la santé. Pierre Schwab, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'autant plus que, si j'ai bien compris, vous revenez de garde, donc vous avez travaillé toute la nuit. Donc, pas facile, évidemment, mais depuis longtemps, et on vous avait déjà donné la parole, vous battez pour les hôpitaux qui sont, j'ai rappelé, les lits qui sont les 10 000 lits supprimés en 10 ans, le manque de personnel, le manque de matériel médical, mais cet hôpital qui est de plus en plus saigné, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre quotidien ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du système de santé, puisque plus que la difficulté de nos professions, c'est vraiment l'effondrement annoncé de notre système de santé qui doit questionner aujourd'hui les Français. Oui. Ça fait depuis plusieurs années, effectivement, que les professionnels des organisations syndicales, elles dénoncent ce qui est en train de se passer. En 2019, le collectif Interurgence, quand il a été formé, il dénonçait le risque de la politique de fermeture de lits d'hospitalisation conventionnelle. Je rappelle qu'en 2023, c'est 6 800 lits d'hospitalisation conventionnelle confirmés. Cette année, c'est 4 900 lits. Ça fait à peu près 5 Pitié-Salpêtrières qui viennent de fermer, et que ça se traduirait par des décès sur nos brancards. Les principales victimes dans cette politique, c'était les personnes âgées, mais aujourd'hui, ça touche à peu près toutes les couches de la population. On a l'exemple de Lucas, aux urgences d'hier, et avec le rapport de l'IGAS qui est paru il y a 4 jours, qui prouve qu'en gros, ce qu'on dénonçait depuis, c'est-à-dire c'est qu'en cas d'augmentation de l'affluence dans les services d'urgence, l'organisation devient totalement défaillante, avec un temps de prise en charge qui est beaucoup trop long pour réagir à des situations d'urgence, et qui est en plus aggravé par le manque de lits d'aval. Et ça, c'est dans le rapport de l'IGAS. Alors l'État, il explique ces fermetures de lits par 2 éléments, le manque de personnel et le virage ambulatoire, puisque en parallèle de ces fermetures, vous avez la création d'un peu moins de 3 500 lits ambulatoires cette année. Alors les lits ambulatoires, c'est des lits qui sont ouverts le jour, mais pas la nuit. Donc ça permet d'économiser sur le personnel de nuit. En ce qui concerne la politique des professionnels de santé, on a axé sur l'attractivité pour délaisser la fidélisation. Si vous prenez un monsieur comme monsieur Revel, qui est le directeur général de la PHP, dès son arrivée, il a fait un grand plan d'attractivité où il déclare aujourd'hui un professionnel ne fait plus sa carrière au sein de l'institution. Donc ça répond avant tout à un objectif économique, puisqu'un professionnel en début de carrière est forcément moins cher qu'un professionnel en fin de carrière dans le système public. Et je ne parle même pas des conditions de travail, qui s'aggravent de plus en plus au sein de nos hôpitaux. Mais comme on ne travaille pas sur la fidélisation, autant pas mettre d'argent là-dedans. Avec des professionnels qui sont de plus en plus épuisés par les insuffisances d'une institution qui pèse sur leur épaule. Ouais. Alors, comme pour nos politiques, les directions hospitalières et l'encadrement, ils ont un objectif de moyens, mais absolument pas de réussite. En 2020, on dénonçait une volonté politique de limitation d'accès aux soins, alors d'abord par le forfait urgent, mais depuis 2021, on voit apparaître la régulation des services d'urgence par le 15. C'est aujourd'hui généralisé sur à peu près tout le territoire, avec une conséquence, une augmentation des appels et surtout le dévoiement du rôle du 15. Je rappelle que le 15 avait une mission, c'était la réaction en urgence, pas forcément le conseil médical. Oui. On a une augmentation en 2022 de 45% des appels, sans pour autant qu'on ait recruté les ARM, donc c'est-à-dire les assistants de régulation médicale, de façon conséquente. Alors, c'est plus facile, effectivement, de dire à quelqu'un de ne pas venir par téléphone que de lui dire de partir une fois qu'il est aux urgences. Oui. Alors, ce fonctionnement, il peut avoir des conséquences dramatiques sur la population, puisqu'il y a environ 30 000 appels qui n'ont pas eu de réponse, et surtout sur une population qui n'a aucune culture médicale et qui ne sait pas forcément identifier les facteurs d'urgence. Donc, qui ne saurait pas forcément dire ce qu'il faut dire au téléphone. C'est extrêmement compliqué de faire un tri par téléphone, très clairement. Oui. Le choix du PLFSS qui avait été proposé par M. Barnier, quand on a le choix entre le PLFSS proposé par M. Barnier ou celui de la censure, c'est un petit peu choisir entre la peste ou le choléra. La proposition d'augmentation de l'ONDAM, donc l'ONDAM, c'est l'objectif national d'assurance maladie. Ça dépend du PLFSS, donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il le prévoyait avec une augmentation de 3,1%, là où la Fédération hospitalière de France déclarait qu'il fallait au moins 6% d'augmentation. La Fédération hospitalière de France, c'est pas des grands extrémistes, loin de là. Cette vision à court terme de nos gouvernements pour réaliser des économies, ça va avoir des conséquences financières pour le long terme. Parce qu'une population en mauvaise santé, elle produit moins. Et si on produit moins, la croissance, elle augmente pas. Oui. D'où la nouvelle politique du gouvernement, maintenant, aujourd'hui, c'est de limiter les arrêts médicaux. Donc, on a
notamment chez les fonctionnaires, cette idée de mettre en place les 3 jours de carence. Oui. Alors la logique, elle est complètement stupide. On veut faire l'égalité avec le privé public. Alors je rappelle quand même que dans le privé, il y a 75% des professions qui n'ont pas de jour de carence, puisque avec des accords de branche, c'est pris en charge par les fonds de prévoyance des entreprises, ce qui n'existe absolument pas dans le public. Alors la loi, elle prévoit aussi, par exemple, le recours à la télémédecine. La télémédecine, si c'est pas votre médecin traitant, c'est maximum 3 jours d'arrêt. C'est un petit peu risible quand on sait que la télémédecine devait justement répondre au manque de médecins traitants. Donc c'est un petit peu c'est complètement burlesque la situation dans laquelle on est. Mm. Alors j'ai essayé de faire les grands axes de la politique de santé actuelle, mais on peut conclure que à ce jour le système de santé il ne répond absolument pas aux besoins de la population, que la situation va continuer à s'aggraver, que si la population elle se mobilise pas pour la défense de son système de santé, on va le perdre tout simplement. Oui. On note déjà une augmentation de la différence dans l'accès aux soins suivant le niveau économique, avec une augmentation mais hallucinante du nombre de dépassements d'honoraires. En 15 ans, ça a augmenté de 50%. Il y a plus d'un médecin spécialiste libéral sur 2 qui les pratique, c'est environ 52%. Les gynécologues, c'est ceux qui le pratiquent le plus, on est à 71,4%. Après, c'est les ophtalmologues et les anesthésistes. Alors en moyenne, c'est 250 € par habitant en 2022 de reste à charge. Oui. Et ça peut aller jusqu'à 7 600 € par an pour les Français les plus exposés. Oui, Pierre Schwab. Donc voilà à peu oui. près le système dans lequel nous sommes. Oui, non, mais c'est très clair. Je vais demander peut-être à Valentin Violet si vous voulez réagir d'ailleurs, puisque évidemment vous travaillez en direct avec les urgences, on l'a rappelé tout à l'heure, et avec les hôpitaux. Valentin Violet, pompier et représentant syndical Sud ZMIS, Pierre Schwab, pour que vous soyez au courant. Valentin Violet. Oui, et ben en fait, le constat, il est le même. C'est qu'en fait, on reste sur une politique d'économie ou de dépenser moins. Et au final, la personne qui trinque, la personne qui paye les pots cassés, et ben, c'est le citoyen, la personne qui demande des secours. Donc nous, on se bat pour pour que ce service public reste de qualité. Malheureusement, nos politiques, des fois, n'entendent pas ce virage-là, quoi. Oui. Et vous le voyez, Valentin Violet, comme Pierre Schwab, vous voyez aujourd'hui, enfin Pierre Schwab, on en avait déjà parlé, mais par exemple, on voit de plus en plus de cas maintenant de personnes qui arrivent aux urgences et qui restent 15 heures aux urgences sans avoir été prises en charge, et puis finalement qui ont des problèmes de santé qui s'aggravent alors qu'ils sont dans la salle d'attente des urgences des hôpitaux. Ça, c'est de plus en plus important. Pierre Schwab. Oui. Alors, de toute façon, il y a d'autres études, notamment sur les personnes âgées. Quand vous avez plus de 75 ans et que vous restez plus de 5 heures sur un brancard, vous augmentez votre taux de comorbidité, votre taux de mortalité lors de la prise en charge et vous augmentez également la DMS, ce qu'on appelle la durée médicale de séjour, la durée moyenne de séjour, pardon. Donc oui, ça a des conséquences très, très, très graves. Si on prend par exemple le cas des fractures de la hanche, le taux de survie à 1 an aujourd'hui en France d'une personne âgée depuis 80 ans, il est de 25%. Non pas qu'on est mauvais dans la prise en charge de ces choses-là, mais c'est-à-dire que la prise en charge chirurgicale, elle est à plus de 24 heures. Si la prise en charge chirurgicale est à moins de 24 heures, on tombe sur des stats à plus de 60% de taux de survie. Ouais, non, mais Ça, c'est la réalité de notre système actuellement. Oui, tout à fait, et avec des attentes de plus en plus importantes. Et Valentin Violet, vous le rappeliez aussi, des temps d'intervention de plus en plus longs. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la priorité du gouvernement n'est pas celle finalement de prendre soin ou tout simplement de s'occuper de la santé et de la nourriture, mais finalement l'alimentation c'est aussi de la santé des Français. D'ailleurs, Pierre-Guillaume Mercadac, quand vous entendez ces 2 témoignages, et quand on sait également que finalement les 3 piliers de nos sociétés, que ce soit ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs, ceux qui nous protègent, tout ce qui est force de l'ordre, policiers, pompiers, et ceux qui nous soignent, c'est là où il y a le plus de taux de suicide. Alors peut-être pas les pompiers d'ailleurs, parce que je pense que vous avez justement ce côté-là, mais les policiers en tout cas c'est certain. Comment on peut comprendre que ces forces vives, on va dire, soient les plus abîmées aujourd'hui? Et bien souvent, alors bon, les médecins, pas forcément, mais en tout cas les pompiers, tout ce qui est force de l'ordre, c'est des gens souvent qui aiment beaucoup leur pays. Et après, c'est des gens à qui on peut faire un genre de chantage. Parce que bon, ils peuvent pas vraiment faire grève comme les autres, mais c'est surtout que s'ils font grève, on va leur expliquer que si des gens meurent, c'est leur faute, que si des gens se font attaquer, c'est leur faute, etc. Un peu comme avec nous, le fait de pouvoir nous faire tout ce qu'on veut 10 mois de l'année, parce que 10 mois de l'année, on est dans les champs et qu'on peut pas se mobiliser parce que sinon, on n'a pas d'année, en fait. Mais vous savez, moi, je pousse autant que je peux avec d'autres, pas tout seul, attention, au niveau de la coordination rurale pour qu'on monte faire le siège de Paris. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive. Et si on y arrive, il va de soi qu'on lancera un grand appel
à toutes les professions. Alors, bien entendu, il faudra qu'elles viennent en masse pour qu'on se batte pour elles et qu'on. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout le monde en a marre, mais on pourra pas. Je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais si on a, mettons, 3 éboueurs qui viennent sur l'ensemble des barrages parisiens, on pourra pas mener la lutte forcément pour eux non plus. Il faut quand même être honnête. Bien sûr. Mais que les grandes professions, que le plus de grosses professions touchées se mobilisent et qu'ensemble on exige plus du gouvernement et qu'on le foute à genoux, en fait, hein. Oui. Tout simplement, hein. C'est un rapport de force permanent et on n'a pas le choix. Et là, si on prend pas ce rapport de force, ben, nous, on va mourir et l'agriculture, ben, voilà, la souveraineté alimentaire, ce sera un souvenir. Mais après, pour ce qui est des forces de l'ordre, tout sera privatisé, en fait. C'est sûr que si vous avez les tracteurs, les camions poubelles, les camions pompiers, ça commence à faire un petit. Les camions, les taxis, les il y en a taxis, beaucoup qui sont ouais. à bout, hein. Et puis, Ouais. vous savez, les blouses blanches, tout ça. S'il y a des moyens, après, vous savez, pour bloquer des autoroutes, il n'y a pas besoin de 500 véhicules, hein. S'il y a suffisamment de gros véhicules, plus des véhicules de particuliers, hein, parce que nous, Bien même sûr. les paysans, tout le monde ne va pas venir en tracteur, hein, de l'autre bout de la France, on ne se rend pas compte ce que ça coûte. Donc, on aura ce qu'on aura, mais si en plus on a du soutien d'autres populations, qu'on s'entraide, qu'on se ravitaille, Oui, c'est vrai. Ça ferait un. dans tous les cas, on est là pour se battre. On peut pas mourir en silence. Hmm. Si on doit échouer, on échouera, mais c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux échouer que rester à la maison et attendre de crever, en fait, C'est hein. clair. Après, ce qui fait peur un peu, c'est qu'il y ait des promesses et que du coup tout le monde reparte et puis que finalement les promesses soient pas tenues comme Ouais, mais on là, peut il va avoir falloir, l'habitude. Ouais. va falloir qu'elle soit bien écrite, hein. Il va falloir qu'elle soit bien écrite. En plus, bon, le petit Emmanuel, il faudra qu'il parle à la télé, je pense, Hmm. mais avec des vraies garanties, à Euh, mon avis. Alors On verra bien, hein. Pierre Parce que vous Schwab, savez, si ouais. les forces de l'ordre sont envoyées contre nous et qu'il devait y avoir des morts, je pense que il perd son pays parce que je pense que les forces de l'ordre, pour avoir discuté et avoir beaucoup d'amis dedans, parce que je pense que s'il y avait un paysan ou même, enfin, que ce soit un pompier, une blouse blanche, de tuer dans le cadre de ces mouvements-là par les CRS, je pense qu'il y aurait énormément des postes de boucliers. Ouais. Mais oui, on en a déjà parlé, évidemment que beaucoup de policiers sont très malheureux dans ce qui se passe. Il y a quelques minorités agissantes, évidemment, qui font du zèle dans ces manifestations. Est-ce que, Valentin Violet, ça vous parle, ce mouvement collectif, en fait, qui rassemblerait les agriculteurs, les pompiers, les soignants et toutes les professions qui sont aujourd'hui en colère et à bout? Je pense que c'est une bonne solution, une bonne proposition. Après, avoir comment s'organiser. De toute façon, plus on est nombreux, meilleure sera l'action et la défense des causes, sachant qu'on a quand même des causes qui sont assez communes finalement, parce que c'est le citoyen qu'on cherche à mettre au milieu du système maintenant. Il a Oui, été sorti, maintenant on veut le remettre au centre. Et la santé et les pompiers, finalement, on est très liés parce qu'on défend la même personne. Et avec le monde agricole, c'est pareil, bien on sûr. cherche à redonner de l'élan dans le bon sens, quoi. Ouais. Pierre Schwab, vous avez entendu, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Oui, oui, Est-ce que, j'ai est-ce déjà que, entendu. est-ce que ça vous parle aussi, ce mouvement, ce grand mouvement collectif qui réunirait tous les secteurs en colère et à bout? Bah, oui, oui, de toute façon, nous, au niveau de la santé, on avait déjà lancé des grands mouvements après le Covid. On avait eu des très grands mouvements qui avaient donné lieu au Ségur, qui était une immense mascarade. Je pense qu'au-delà des professionnels, c'est la population qui doit se Oui, saisir de ce qui est en train de se passer, puisque c'est son système de santé. On n'est pas les défenseurs du système de santé. C'est-à-dire, c'est que le système de santé, il appartient à tous. Donc, c'est à toute la population de se réagir, y compris pour les pompiers, y compris pour les forces de l'ordre, y compris pour la justice, ou y compris pour l'éducation nationale. bien sûr. C'est tout nos fondements qui sont en train de s'effondrer. Et ça fait depuis quelque temps. Et on est effectivement vers une privatisation lente, mais certaine, Hmm. de tous ces systèmes-là. Peut-être que si un grand mouvement un peu d'ampleur, visible, on va dire très visible, parce qu'avec des tracteurs c'est toujours plus visible, serait lancé, peut-être qu'en effet ça pourrait permettre à l'ensemble des Français, en tout cas une promesse que je vous donne tout de suite, Tocsin sera sur place et sera présent avec vous si vous organisez ce genre de manifestation, évidemment. Merci beaucoup Valentin Violet, merci beaucoup Pierre Schwab, merci beaucoup Pierre-Guillaume Mercadal. Nicolas Vidal, je voulais vous donner le mot de la fin.
Bah, oui, effectivement, ces témoignages sont intéressants, ces analyses aussi, bien entendu. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous imaginez où nous en sommes rendus dans ce pays, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en train de lutter pour ce qu'ils sont, alors qu'on aurait dans un pays justement avec des gouvernants qui sont pour la protection, la défense de nos intérêts et pour qu'on vive à peu près bien, sans pour autant aller manifester chaque 4 matins et sans pour autant perdre un œil à ce sujet-là. C'est-à-dire que la question qui se pose à nous pour terminer cette émission très rapidement, c'est-à-dire que quelle est la solution en fait pour ces Français? Quelle réponse doit être là? C'est-à-dire que la démocratie, manifestement, ça marche pas des masses. Les référendums, il n'y en a plus. Et en fait, je pense que les Français n'ont pas le choix des armes. Ils n'ont pas le choix des armes, si ce n'est effectivement les manifestations, si ce n'est les mobilisations, comme les agriculteurs, parce que les gens en face de l'oligarchie, eh bien, en fait, ne laissent pas le choix aux Français que de pouvoir s'en sortir. Malheureusement, je déplore. Eh bien, il faudra peut-être en passer par là. C'est pour ça que je dis dans mon livre que l'affrontement est inévitable. Et je pense que ce matin, dans ce corps à corps, on a eu quand même un panel de témoignages et d'analyses qui me semble coller franchement la réalité, parce que ce sont des gens du terrain, ce sont des gens comme nous qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à ça, par rapport à des députés qui vont faire les fanfarons sur le trottoir en face de l'Élysée pour dire qu'il faut être en responsabilité. Ces gens se moquent de nous. Voilà. Ouais. Eh bien, merci à vous tous. Merci beaucoup, parce que, évidemment, c'était fondamental, je pense, de donner la parole à ces professions, mais à ces Français, à ces citoyens en colère. Je rappelle Valentin Giolet, pompier, représentant syndical Sud SDMIS, Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de porcs laineux à Montjoie dans le Tarn-et-Garonne, porte-parole de la coordination rurale. Merci également à Pierre Schwab, président du collectif Interurgence. Merci à tous, merci à vous, Nicolas Vidal. Je rappelle votre livre La Tempête qui vient, que vous pouvez commander sur Putsch Média et sur Amazon. Merci à vous tous.